Chapitre 1. Une pièce avec trop de silence. Les Langton Towers n'étaient ni les plus hautes ni les plus majestueuses de Londres. Immeuble élégant et symétrique de la fin de l'époque édouardienne, la façade en briques rouges s'élevait précisément 8 étages au-dessus du niveau de la rue. Ses balcons en fer forgé et son hall d'entrée carrelé à damier étaient préservés avec un dévouement rare pour les bâtiments construits avant la Grande Guerre. Nichés à 2 pas de Bayswater Road, les Langton Towers conservaient le charme raffiné d'une époque révolue, et peut-être ses secrets. C'est par un mardi pluvieux du début novembre qu'Hercule Poirot se retrouva sous l'arche de pierre, ajustant ses gants immaculés tout en examinant le bâtiment avec un mélange de curiosité et de calcul. Le portier, un homme grisonnant à la posture raide et à l'air ennuyé, lui adressa un signe de tête poli, mais ne lui offrit aucun signe de bienvenue. Poirot n'avait pas été invité. Il était venu, comme souvent, parce que quelque chose, quelque part, lui avait murmuré une intuition. Il entra dans le hall d'un geste délicat, ses chaussures vernies claquant légèrement sur le carrelage géométrique. Un portail en laiton s'ouvrit à sa droite, et une femme en manteau bordeaux en sortit, serrant contre elle un petit chien aux pattes tremblantes. « Quel temps exécrable !» murmura-t-elle au concierge. « J'ai dû essuyer Bunty 3 fois ce matin. » Poirot sourit faiblement à ce nom, puis la dépassa sans l'interrompre. Le concierge, un homme mince au regard soupçonneux et aux doigts tachés de nicotine, se redressa à l'approche de Poirot. « Oui, monsieur ?» commença doucement l'inspecteur. « Je recherche une certaine dame qui habite au dernier étage, Madame Lydia Welbourne. Pourriez-vous confirmer qu'elle habite toujours ici ?» La concierge hocha lentement la tête. « Appartement 8C. Elle n'est pas descendue aujourd'hui. Elle est plutôt discrète. Veuve, vous savez. » « Ah, » dit Poirot, « c'est ce que j'ai entendu dire. C'est curieux, monsieur, que l'étage au-dessus de tous les autres soit souvent le plus calme. »« Un peu trop calme, » dit le concierge après une pause en jetant un coup d'œil à l'ascenseur. « Pardon, mais vous êtes de la police ?» Poirot s'inclina légèrement. « Je suis Hercule Poirot. Vous connaissez peut-être ce nom. » L'homme cligna des yeux, puis émit un petit grognement de reconnaissance. L'inspecteur. Enfin, s'il s'est passé quelque chose, non pas que je le dise, mais Madame Welbourne, elle n'est pas dans son élément ces derniers temps. Elle s'est parlé à elle-même dans l'ascenseur la semaine dernière. Et son étrange frère... Frère ? L'intérêt de Poirot s'aiguisa. Il arrive seulement tard. Homme mince, il porte toujours des gants. Poirot pressa ses doigts l'un contre l'autre. Et a-t-elle du personnel ? Une gouvernante ? Une femme de ménage ? Je n'en ai vu aucun le mois dernier. Il y a une femme de ménage qui passe le jeudi. On est mardi aujourd'hui. En effet, dit Poirot. Alors je prendrai l'ascenseur si cela ne vous dérange pas. La porte s'élevait lentement, grinçant de protestations à chaque étage. Poirot examina les boutons en laiton et les murs en miroir, son regard se portant sur la petite étiquette sous le bouton indiquant le niveau supérieur. 8e étage. Appartement privé. Silence après 21 heures, s'il vous plaît. À 8 degrés Celsius, le couloir était plus étroit, la moquette plus épaisse. Poirot s'arrêta devant la porte. Un petit heurtoir en laiton en forme de lys restait intact. Il frappa une fois. Silence. Il a essayé à nouveau, plus fort. Toujours rien. Poirot fronça les sourcils. Il se pencha légèrement, pressant son oreille contre la porte. Puis, un bruit ténu. Pas un pas, pas une voix. Un tic-tac doux, irrégulier, comme une horloge qui aurait commencé à oublier le temps. Il fit un pas en arrière et frappa à la porte adjacente, la 8B. Au bout d'un moment, elle s'entr'ouvrit. Une femme d'une 60aine d'années jeta un coup d'œil. Ses cheveux étaient tirés en chignon serré et elle portait un châle vert forêt. « Oui, madame, » dit Poirot avec un hochement de tête. « Toutes mes excuses. Je sollicite l'attention de votre voisine, Madame Lydia Welbourne. » Elle ne répond pas. « Puis-je vous demander quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?» La femme hésita.
Je suppose. Dimanche. Elle prend ses repas à la maison. Je l'ai entendue tousser tard ce soir-là. Une toux vraiment horrible. J'ai dit à l'immeuble qu'il devrait aller la voir, mais... Elle jeta un coup d'œil au couloir, comme si elle s'attendait à une réprimande. Ce n'est pas mon rôle. Et pourtant, tu l'entends? À travers le mur? Ses yeux se plissèrent. Seulement quand elle pleure. Ou parle. Et le gramophone. Poirot pencha la tête. Le gramophone? Elle passe des disques. Toujours le même. Du Brahms, je crois. Mais ça a arrêté hier. Je suppose que je m'y suis habitué. Poirot hocha lentement la tête. Merci, madame. Vous m'avez été d'une grande aide. D'un geste théâtral, il sortit de son manteau un bel outil en argent. Le glissant entre la serrure et le chambranle de la porte de 8C, il le tourna avec précaution. Pas assez pour l'endommager, juste pour le tester. À sa grande surprise, la porte céda facilement. À l'intérieur, l'appartement était sombre. D'épais rideaux occultaient la lumière tamisée. L'air sentait légèrement la poussière et quelque chose de plus âcre. Les pas de Poirot étaient presque silencieux sur les tapis coûteux. Il traversa le salon. Meubles en velours, livres d'art, un vase de chrysanthèmes fanés. Puis il entra dans le salon. Elle était assise là, Lydia Welbourne, toujours debout et terriblement mort. Elle était assise sur une chaise en bois sculpté, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux, comme si elle attendait de la compagnie. Ses yeux étaient mi-clos, et un léger résidu de poudre blanche collait à ses lèvres. Poirot se figea, et puis il la remarquait. Sur la table à côté d'elle se trouvait une tasse de thé, intacte, et à côté une autre tasse, vidée. Mais il n'y avait qu'une seule chaise. Poirot murmura. « Ah non, ce n'est pas naturel. C'est une comédie. » Une horloge sonna faiblement. Derrière une porte, on entendit le grincement d'une planche de parquet. Poirot se retourna. Quelqu'un était venu ici, très récemment, et peut-être qu'il l'était encore. Chapitre 2. Une deuxième coupe et un invité manquant. Poirot se tenait immobile dans le salon de l'appartement 8C, son regard parcourant la scène avec une précision qu'aucun appareil photo ne pouvait égaler. La défunte Madame Lydia Welbourne, dont le corps était anormalement posé, offrait un tableau qui suscitait trop de questions sans apporter de réponse. Il s'approcha avec précaution. Une odeur d'amandes amères, faible mais reconnaissable, flottait dans l'air immobile, tel un fantôme réticent à partir. Les narines de Poirot tressaillirent. « Du cyanure », murmura-t-il, ou quelque chose d'une amertume similaire. Un choix audacieux, un choix dramatique. La tasse de thé à côté de la main de Lydia était pleine. Sa jumelle, placée légèrement de travers, était sèche comme un sous-neuf. Poirot se pencha plus près. Une trace de rouge à lèvres? Non, juste une trace d'humidité sur le bord. Un homme peut-être. Pas de rouge à lèvres. Une légère empreinte sur la porcelaine. Quelqu'un avec une lèvre supérieure fine ou pressée avec hésitation. Intéressant. Il se pencha en arrière et observa la pièce. Rien n'était renversé. Aucun signe de lutte, pas de verre brisé ni de tissu déchiré. Le seul signe d'activité récente était la faible chaleur de la deuxième tasse de thé et un seul objet déplacé. Une troisième chaise coincée à mi-chemin derrière un meuble, retirée à la hâte. Les yeux de Poirot se rétrécirent. Qui était venu ici? Et à quel jeu avait-on joué? Il se retourna en entendant des pas. Le concierge que Poirot avait laissé en bas rôdait maintenant, hésitant, dans l'embrasure de la porte, casquette à la main. Est-ce qu'elle s'aventura-t-il? Poirot se redressa. Oui, Madame Welbourne est morte. L'homme déglutit. J'appelle la police. Poirot leva doucement la main. Ce serait sage. En attendant, je vous demande de maintenir le silence dans le bâtiment. Personne ne doit sortir. Le concierge hésita. Est-ce un acte criminel? Poirot haussa légèrement les épaules. Au premier regard, peut-être pas.
Mais au second regard, ah, c'est toujours le second regard qui révèle la vérité. L'homme est parti, visiblement impatient de laisser la pièce et son occupant derrière lui. Poirot prit un moment pour ouvrir la fenêtre la plus proche. La brume londonienne s'infiltrait, adoucissant les contours de la pièce. Il regarda dehors. Du haut de 8 étages au-dessus de Bayswater Road, le monde semblait silencieux et gris. Mais l'attention de Poirot ne se porta pas sur la rue, mais sur les fenêtres d'en face. Langton Towers formait un bloc jumeau, légèrement décalé. Les appartements y offraient une vue dégagée sur cet étage. Peut-être que quelqu'un avait vu quelque chose. Peut-être pas. Poirot retourna à l'appartement. Il ouvrit le bureau près de la fenêtre et en examina le contenu. Des lettres soigneusement empilées, des relevés bancaires, une photo de Lydia et d'un homme, probablement son défunt mari, debout à côté d'un grand piano dans ce qui ressemblait à une véranda. Le visage de l'homme exprimait une belle distance. Son expression, en revanche, était méfiante, sur ses gardes. Il trouva une deuxième photo dans le tiroir du haut. Lydia et un autre homme, maigres et sévères, au bord d'un quai de gare. Ce devait être le frère dont le concierge avait parlé. Poirot retourna la photo. Écrit d'une écriture féminine et bouclée, Richard, Douvres, 1937. L'encre était décolorée, mais lisible. Poirot remit la photo à sa place et se dirigea vers le petit secrétaire près de la cheminée. Un agenda était ouvert, les inscriptions précises et nettes. Sous la date du jour, mardi 15h30, MEH. Et en dessous de ça, thé à 4h. Demandez des nouvelles de Florence. Florence? Il parcourut les entrées précédentes. Lundi, pas de visiteurs. Dimanche, simplement. Appelez un avocat. Samedi, déjeuner annulé avec Estelle. Pas de nom de famille, uniquement des initiales. Poirot ferma le livre avec un léger claquement. MH, un invité. Probablement la personne assise ici. Et peut-être celle qui a bu. Poirot se dirigea vers la petite cuisine donnant sur le couloir. Elle était impeccable. La théière était encore chaude, le sucre intact, mais 2 cuillères séchaient dans l'évier en porcelaine, et une troisième sur un torchon à proximité. 3 tasses, 3 cuillères, mais seulement 2 d'entre eux furent déployés. Poirot rentra dans le salon, son esprit tournant à présent en rond. Des possibilités se formaient, des contradictions clignotaient comme des étoiles. Un coup frappé à la porte ouverte de l'appartement interrompit ses pensées. « Ah, c'est sûrement vous qui avez appelé. » L'inspecteur Georges Cray se tenait là, son manteau encore humide, retirant ses gants avec une expression mi-souciante, mi-fatigue. Homme nerveux, aux pommettes saillantes et aux yeux humides, Cray avait déjà eu affaire à Poirot, et s'en souvenait. « Monsieur Poirot, dit-il, les lèvres pincées, on m'a dit que vous étiez déjà là. Par la volonté du destin, ou peut-être par une raison plus subtile, répondit Poirot d'un ton léger. J'avais des affaires dans le coin. Une affaire impliquant un cadavre? Poirot fit un geste vers l'intérieur. Puis-je vous offrir une vue? Cray entra, observant immédiatement le corps, le service à thé et l'absence de détresse dans la scène. Il s'accroupit devant la chaise de Lydia, les sourcils froncés. « Eh bien, dit-il après un moment, je dirais un empoisonnement, peut-être volontaire. »« C'est possible, » répéta Poirot. Cray se tourna vers lui. « Et tu es là parce que... » Poirot sourit. « Parce que quelque chose dans le calme de ce bâtiment me troublait, et maintenant quelque chose dans cette scène me trouble encore plus. » Cray se leva. « Tu penses que c'est un meurtre ? » ?»« Je crois, » dit Poirot, « que quelqu'un est venu prendre le thé, mais n'avait pas l'intention d'en boire. Je crois que cette personne n'a laissé aucune trace, et pourtant sa présence persiste. » Cray se dirigea vers le bureau et feuilleta le carnet de rendez-vous que Poirot avait déjà examiné. Il fronça les sourcils. « M.H. Oui. Tu crois que c'est lui qui est venu ? » Je crois que oui, mais je me demande si M. H représente un nom, ou peut-être une profession.
Cray leva les yeux. Florence? Poirot croisa les bras. Un mystère aussi. Un lieu? Une femme? Un souvenir? La question est, qu'est-ce qui pourrait bien pousser une veuve à apposer ce mot à côté de T, avec quelqu'un dont elle n'a marqué l'identité que de ses initiales? Cray hocha la tête. On va commencer par les habitués, les résidents de l'immeuble, le personnel, les voisins. Poirot leva la main. Et si je puis me permettre, une suggestion? Continue. Il y a une femme au 8B, mademoiselle Hartley. Elle en a peut-être entendu plus qu'elle ne l'avoue. Et il jeta un nouveau coup d'œil à la chaise derrière le placard. Il y en avait 3 ici. J'en suis certain. Cray se tourna vers lui. Une 3e personne? Oui. Et c'est bien là, mon ami, la personne que tout ce dispositif visait à cacher. Chapitre 3. La femme en 8. B. L'inspecteur George Cray n'était pas un homme doué d'intuition. Il accordait bien plus de confiance à l'encre, aux empreintes digitales et aux témoignages oculaires qu'à un détective belge à la moustache cirée et au penchant pour les fauteuils. Pourtant, la réputation de Poirot le précédait comme un héros, et c'est pourquoi, sans opposer la moindre résistance, Cray accéda à sa requête. « J'enverrai quelqu'un chercher mademoiselle Hartley, » dit Cray. « Nous lui parlerons ici. »« Merci, inspecteur, » dit Poirot en époussetant la poussière invisible de son revers de veste. « Je préfère entendre un témoin à l'endroit même où il a pu entendre, ou voir. » Cray envoya un agent de police, un jeune homme aux joues roses et à la posture raide, frapper à la porte de l'appartement voisin. Mademoiselle Evelyn Hartley, bien que surprise, accepta de venir. Elle entra avec une vivacité qui trahissait sa nervosité. Vêtue d'une robe de chambre mauve pâle et de pantoufles à talons bas, elle serrait un carnet relié en cuir dans une main et détournait ostensiblement les yeux de la silhouette assise sur la chaise. « Je ne veux pas regarder, » dit-elle doucement. « J'ai su qu'elle était décédée dès que j'ai entendu ce silence. »« Le silence, madame ?» demanda Poirot en lui faisant signe de s'asseoir. « Oui. Il y a toujours du bruit dans un bâtiment comme celui-ci. Les canalisations, la pression de l'eau, le bourdonnement de la radio du voisin. Mais hier, elle déglutit. C'était trop calme. Hier, répéta Cray. Vous pensez donc que madame Welbourne est morte? Oui. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir. Je l'ai remarquée vers 16 heures. Je revenais de l'épicerie. Elle jouait généralement son gramophone à cette heure-là. Toujours le même disque. Brahms. Je pouvais fredonner tout le premier mouvement par cœur. Poirot se pencha en avant. Et hier, pas de musique, pas de bruit de pas, juste le craquement du chariot à thé. Elle le sortait toujours du salon vers 16 heures. Une habitude étrange. Elle ne laissait pas la femme de ménage du jeudi toucher à ses thés. « Tu as entendu le chariot ?» demanda Cray. « Je l'ai fait. »« Et les voix ?» Mademoiselle Hartley leva les yeux. « Oui. 2. Un homme et une femme. Ils parlaient bas, mais avec acuité. J'ai reconnu une voix, bien sûr, celle de Lydia. L'autre, je n'en suis pas sûr. Masculine, sèche, mais pas celle de son frère. » Poirot haussa un sourcil. « Vous connaissez le frère ? » ?»« Seulement par le son, » dit-elle sèchement. « Il a l'atout du fumeur et l'arrogance d'un fumeur. Cet homme, celui que j'ai entendu, était plus doux. Plus jeune, peut-être. Je n'ai pas entendu ce qui se disait, seulement que Lydia était de plus en plus bouleversée. Puis, la musique a repris pendant un court instant. Puis le silence. Cray griffonna un mot. « As-tu entendu quelqu'un partir ?» Elle hésita. Pas directement. Mais j'ai cru entendre l'ascenseur fonctionner. Vers 17 heures. Je ne regardais pas le couloir. Le regard de Poirot s'aiguisa. Aurait-il été possible que quelqu'un sorte par l'escalier de service? Il y a un tel escalier, confirma-t-elle, mais il est rarement utilisé. Il donne directement sur la ruelle derrière le bâtiment. Les femmes de ménage l'empruntent. Les artisans. Mais je n'ai jamais vu un client l'emprunter. Merci, mademoiselle, dit Poirot.
Vous avez l'oreille d'un pianiste. Mademoiselle Hartley cligna des yeux. J'en étais une autrefois. Bien sûr, dit doucement Poirot. On n'oublie jamais la nuance du ton. Vous dites que cet homme était plus doux, maîtrisé. Elle hocha la tête. Pas cruel, mais froid. Cray ferma son carnet. Mademoiselle Hartley, vous nous avez été d'une grande aide. Nous aurons peut-être besoin de vous recontacter. Mademoiselle Hartley se leva. Si je peux me permettre, messieurs, je n'ai jamais cru qu'elle était heureuse, plus depuis la mort de son mari. Elle semblait alerte au danger, comme certaines femmes après des années de déception. Poirot bowed his head. À keen observation. Bonne journée, mademoiselle. Elle est partie sans un mot de plus. Cray soupira. Nous avons donc maintenant une heure de décès possible. Vers 16 heures d'hier. 2 voix. Un homme étrange. Et aucun signe d'effraction. Poirot se tourna vers le manteau de la cheminée, où se trouvait une horloge, dorée, délicate, mais poussiéreuse. Ce n'est pas seulement la présence des voix, inspecteur, murmura-t-il. C'est l'absence de la troisième. Cray cligna des yeux. Le troisième? Poirot désigna le plateau de thé. On a utilisé 3 cuillères, mais seulement 2 tasses, une pleine, une vide. Pourtant, Miss Hartley entendit 2 voix. Où est la troisième? Tu penses que la troisième personne n'a jamais parlé? Ou bien ils ne sont jamais entrés dans le salon. Peut-être sont-ils restés dans le couloir. Ou ils ont été les premiers à partir. Cray se frotta les tempes. Tu adores tes puzzles. Non, mon ami, j'aime la vérité. Poirot se tourna vers le hall. Puis-je examiner à nouveau le couloir? Sois mon invité. Poirot traversa lentement le couloir du 8e arrondissement. Sur le petit buffet près de la porte, un étroit vase en cristal contenait 3 iris fanés. Leur parfum était léger mais âcre. Mais les yeux de Poirot n'étaient pas fixés sur les fleurs. Ils étaient fixés sur le paillasson. Il y avait quelque chose de curieux là-dedans, de trop soigné. Il se pencha et passa ses doigts dans les fibres du tapis, puis le tira légèrement vers l'arrière. Là, une légère empreinte, une chaussure d'homme, ni celle de Poirot, ni celle de Cray. La semelle était peu profonde mais distincte. Et à côté, un éclat. Poirot ramassa l'objet du sol. Petit bouton de manchette. Argent, avec un H gravé en écriture cursive. Il le fit tourner entre ses doigts. « Monsieur H », murmura-t-il. Cray apparut derrière lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Poirot lui tendit le bouton de manchette. « Eh bien, c'est une piste », murmura l'inspecteur. « Les initiales correspondent à l'agenda. » En effet. Mais voyez-vous, mon ami, il n'a pas été laissé tomber près de la chaise, ni du plateau de thé. Il a été laissé tomber près de la porte. Notre mystérieux invité, M. H, ne s'est jamais assis. Cray fronça les sourcils. Il est entré, a parlé et est reparti. Peut-être. Ou peut-être n'a-t-il jamais franchi le seuil. Alors qui a bu le thé? Poirot entra de nouveau dans le salon et regarda une fois de plus l'expression sereine et trop immobile de la veuve. « C'est là, » dit Poirot, « la question qui ouvrira toutes les autres. » Chapitre 4. Feuilles de thé et fil téléphonique. Le lendemain matin, Poirot arriva de nouveau à Langton Towers, parapluie soigneusement fermé et moustache imperturbable malgré la bruine qui s'abattait sur Londres, comme un enfant boudeur. Il n'était pas homme à se laisser aller au sentimentalisme. Pourtant quelque chose dans le couloir devant le 8C, son silence pesant, son papier peint sobre, ses appliques tamisées, lui rappelait des souvenirs à moitié oubliés, des secrets habillés de dentelle, un chagrin enveloppé de velours. Cray le retrouva à l'intérieur de l'appartement. Le corps avait déjà été enlevé, laissant un étrange vide dans le salon. La chaise qu'occupait Lydia Welbourne était maintenant de travers, comme si elle ne savait pas à quoi elle servait sans elle. Poirot se dirigea une fois de plus directement vers le service à thé, cette fois avec une fine paire de gants et une loupe de bijoutier glissée dans sa poche de poitrine. Aucune empreinte digitale,
dit Cray l'attendant. Nettoyées, sauf les siennes. Tasses, soucoupes, théières. Tout a été nettoyé, sauf celle qu'elle tenait. Poirot hocha la tête sans surprise. Et la deuxième tasse? Trace d'ADN masculin. Rien dans le système pour l'instant. On analyse. Un signe de ce qu'il y avait dedans? Juste du thé noir. Poirot s'accroupit à hauteur des yeux du petit service en porcelaine, laissant la lumière éclairer sa surface. « Inspecteur, voyez-vous ce que je vois ?» Cray plissa les yeux. « Je vois de la porcelaine de luxe. »« Ah, mais le placement !» dit Poirot. « Remarquez que les deux tasses sont du même côté du plateau. La pleine est plus proche du bord. Cette tasse, il désigna celle qui avait été vidée, a été posée avec précision, centrée, main sûre, sans panique, sans drogue. Quelqu'un a bu puis a posé la tasse. Après, Lydia était morte. » Cray haussa un sourcil. « Tu crois que le tueur était resté boire son thé ?»« Je crois, » dit doucement Poirot, « que le thé était le dernier acte d'une représentation, et toute représentation a besoin d'un public. » Cray croisa les bras. « Tu ne me facilites pas les choses. » Poirot tapota le bord de la tasse. « Un meurtre n'est jamais facile, mon ami, même quand il paraît poli. » Ils pénétrèrent dans le couloir, où Poirot examina à nouveau le buffet. Un téléphone, à cadran, avec un combiné en ivoire, était posé à côté d'une liste de numéros manuscrits sur un bloc-notes. « Les as-tu tous essayés ?» demanda Poirot. Cray hocha la tête. « La plupart sont des boutiques, des épiciers, des modistes et une femme nommée Estelle Kingsley. On la retrouve. » Poirot examina le bloc-notes. Certains chiffres étaient attébarrés, d'autres étaient marqués d'étoiles. L'un d'eux, en bas, présentait une légère tache, comme si le doigt de Lydia y avait plané, hésitant. Le nom était inscrit à côté, Florence. « Demande-moi des nouvelles du coffre. » Il se tourna vers Cray. « Encore Florence. » Cray fronça les sourcils. « Si c'est une personne, personne ne l'a trouvée. Si c'est la ville, je ne vois pas ce qu'une malle a à voir là-dedans. » « Supposons, » dit Poirot, « que Florence soit une personne, quelqu'un de proche de Lydia ou de son défunt mari, quelqu'un qui avait des raisons de rester caché. Une fille, peut-être? Une nièce? Une pupille? » Les yeux de Cray se plissèrent. « Il n'existe aucune trace d'enfant. »« Pas de casier judiciaire, » corrigea Poirot, « mais il y en a d'autres. » Ils retournèrent au bureau. Poirot examina à nouveau la photo de Lydia et de l'homme sur le quai. Douvres, 1937. « Regardez sa posture, » dit-il. « Elle se penche en arrière. Il lui serre l'épaule trop fort, et son sourire, il n'atteint pas les yeux. »« Tu penses que c'est Richard ?» demanda Cray. « Je le pense, et je pense qu'il posait problème. » Poirot ouvrit le deuxième tiroir. D'autres papiers, des reçus, un croquis d'une maison au bord de la mer, dessiné à la main, enfantin mais détaillé. Un nom était griffonné au dos à l'encre rouge, pour tante Lydie, bisous, F. Florence, dit doucement Poirot, ou peut-être une autre fille dont le prénom commence par F. Une enfant, un lien. Il remit le dessin et se tourna vers Cray. Tu dois absolument savoir si Lydia Welbourne a déjà été la tutrice légale d'un enfant, ou en a accueilli un, ou en a pris un en famille d'accueil. Cray fronça les sourcils. Ça va être difficile à retrouver. Poirot haussa un sourcil, mais ce n'est pas impossible. Cray soupira. D'accord, je vais revoir son avocat. À ce moment-là, un coup sec frappé à la porte rompit leur concentration. Un agent entra. « Une femme est venue vous voir, monsieur. Elle prétend être une amie du défunt. »« Un nom ?» demanda Cray. « Elle n'en a rien voulu savoir. Elle a dit que tu la connaîtrais sous le nom de Estelle. » Cray et Poirot échangèrent un regard. « Faites-la entrer, » dit Poirot. Un instant plus tard, Estelle Kingsley entra dans l'appartement. Grande, posée, elle portait un col en fourrure de renard et des gants si impeccables qu'on aurait dit peint dessus. Son parfum, un vieux mélange français de bergamote et de poudre, flottait devant elle comme un murmure.
« Je ne m'assiérai pas, dit-elle avant que quiconque ne se présente, et je ne resterai pas longtemps. Mais j'ai entendu parler de Lydia, et j'ai pensé que je devais clarifier quelques points. » Poirot s'inclina. « Je vous en prie. » Elle tourna son regard vers lui. « Vous devez être l'inspecteur. » En effet, Hercule Poirot. « Eh bien, monsieur Poirot, j'étais l'ami de Lydia. Pas très proche, mais nous déjeunions ensemble. Nous jouions au bridge de temps en temps. Nous avons partagé une couturière une fois. Lydia était nerveuse vers la fin. Elle avait pris peur. « De quoi ?» demanda Cray. Estelle haussa les épaules. Elle n'a rien dit. Juste que quelqu'un était revenu. Elle avait commencé à verrouiller ses fenêtres. Elle vérifiait l'ascenseur 2 fois avant d'y monter. Est-ce qu'elle a mentionné un nom ? Elle en a cité beaucoup, mais aucun qui ait du sens. Florence, Richard, Huxley. Beaucoup de noms de son passé. Huxley ? Demanda Poirot. Elle hocha la tête. Maurice Huxley. C'était l'associé de son mari, disparu il y a des années. La rumeur disait qu'ils avaient une liaison. Mais bon, qui n'en a pas eu ? Poirot demande doucement. Et a-t-elle parlé d'une malle ? Estelle cligna des yeux. Oui, maintenant que tu le dis. Elle m'a dit qu'elle devait sortir quelque chose du coffre avant qu'il ne soit trop tard. Je croyais qu'elle parlait métaphoriquement, tu sais, un bagage émotionnel. Poirot sourit faiblement. Madame, vous avez été d'une grande aide. Une dernière chose, cette visite. Vous n'avez pris aucun rendez-vous ? Non. J'étais à proximité. Je faisais des courses. Poirot jeta un coup d'œil à Cray. « On peut te rappeler si besoin. » Elle hésita. « Si tu dois le faire. » Et sur ce, elle sortit, laissant derrière elle le parfum, l'air léger du théâtre, et un autre nom. Maurice Huxley. Cray expira. Ça s'en mêle. Poirot sourit, comme toujours, avant que les fils ne se tendent. Cray le regarda. « Et maintenant ?» Poirot s'approcha à nouveau du téléphone et décrocha le combiné. « Maintenant, mon ami, je pense que nous devrions appeler Florence. » Chapitre 5. La femme qui n'était pas là. Le cadran du téléphone ronronnait tandis que Poirot tournait lentement les chiffres, chaque clic résonnant dans l'appartement sombre, comme un souffle retenu. Le combiné, chaud dans sa main gantée, grésilla légèrement lorsque l'appel fut établi. Cray se tenait à proximité, les bras croisés, tandis qu'un agent prenait des notes dans le couloir. Poirot attendait. 2 anneaux. 3. Puis, une voix de femme. « Allô ? Service de blanchisserie Langdon. » Poirot cligna des yeux. « Pardonnez-moi, madame. J'essayais de joindre une certaine Florence associée à ce numéro. Serait-elle là ? » Un silence. Puis, « Il n'y a personne de ce nom ici. Mais on fait la lessive pour les tours. Si c'est un client, je peux vérifier les dossiers. »« Non, non, » répondit Poirot, déjà satisfait. « Merci. » Il a raccroché lentement. « Eh bien ?» demanda Cray. Poirot tapota le bloc-notes à côté du téléphone. « C'est une fausse piste. » Cray fronça les sourcils. « Tu crois que Lydia a écrit un faux numéro ? » ?»« Non, je crois que le numéro était correct, autrefois. Mais il ne... Ou amène plus à Florence. Ou peut-être... Florence n'a jamais eu de téléphone. » Cray soupira. « Toi et tes ombres. » Poirot croisa les mains. « C'est toujours l'ombre qui trahit la forme, mon ami. Florence existe. J'en suis certain. Elle est peut-être la clé du coffre. » De Monsieur H. À la 2e tasse de thé. Avant que Cray ne puisse répondre, le gendarme réapparut dans l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, monsieur, il y a quelque chose que vous voudrez voir. Un colis adressé à Madame Welbourne vient d'arriver en bas, mais le nom du destinataire a attiré mon attention. » Il tendit à Cray un petit paquet, du papier Kraft, oblitéré la veille du décès de Lydia. Une écriture soignée et bouclée. Cray a lu à haute voix. « De Florence Huxley, Bristol. » Les yeux de Poirot brillèrent d'un vif intérêt. « Huxley ?» Cray hocha la tête.
Le même nom de famille qu'Estelle a mentionné hier, Maurice Huxley, l'ancien associé de son mari. Poirot prit délicatement le paquet et l'examina. « Bristol, murmura-t-il. Intéressant. Ouvre-le. » À l'intérieur, ils trouvèrent un petit journal relié en cuir. Aucune note, aucune explication. Juste un ruban noué autour et une simple violette pressée entre les pages. Cray a ouvert les premières lignes. Août 1938. Tante Lydia me dit de me taire quand Richard vient me voir. Elle dit qu'il a des sautes d'humeur. Je ne l'aime pas. Il me regarde bizarrement. Mais je ne dirai rien. Je ne veux pas être renvoyé. Poirot lui prit doucement le livre et continua à lire, les lèvres serrées. Janvier 1939. Maurice m'a apporté des bonbons. Il ne me regarde pas comme Richard. Tante Lydia dit qu'il est gentil. Mais il est parti. Ils se sont disputés à propos d'une lettre. Quelque chose à propos du fait que Florence ne partait pas sur le continent. Cray expira. Alors Florence vivait avec elle. Une enfant. Et Richard, Poirot l'interrompit doucement, était une menace. Et peut-être plus encore. Maurice Huxley disparaît. Florence est tenue à l'écart. Lydia reste ici, seule mais effrayée. Il a tourné une autre page. Juin 1940. Ils ont verrouillé le coffre. Tante Lydia a caché la clé. Elle dit que personne ne doit la trouver. Jamais. Elle dit que même Maurice ne sait pas où elle est. Moi seul. Mais j'ai promis. Poirot leva les yeux. Vous voyez, inspecteur, il y a quelque chose dans ce coffre. Quelque chose qui vaut la peine d'être caché. Quelque chose qui les liait tous ensemble. Cray s'appuya contre la cheminée. Alors maintenant, nous avons Lydia, morte. Florence disparue, peut-être vivante. Maurice Huxley disparu depuis longtemps. Richard, peut-être mort, peut-être pas. Et Estelle Kingsley qui jette des noms comme des cailloux dans une mare. Poirot sourit faiblement. Et Monsieur H. Cray haussa un sourcil. Tu ne penses pas que Monsieur H est Maurice? Poirot brandit le bouton de manchette, en argent, avec le H en cursive. Si c'est le cas, alors Maurice est de retour. Et il n'est pas venu pour pleurer, mais pour terminer quelque chose qui n'était pas encore fait. Ils se retournèrent au bruit de pas précipités. Le concierge apparut, essoufflé. « Messieurs, désolé de vous interrompre. Il y a quelqu'un dans le hall qui demande Madame Welbourne. » Poirot se raidit. « Un nom ? Elle dit qu'elle s'appelle Florence. Florence Huxley. » Cray le fixa. « Tu plaisantes ?» L'homme secoua la tête. « Elle dit que c'est sa nièce. » Poirot attrapa son manteau. « Il faut descendre. Tout de suite. » Ils descendirent par l'ascenseur, Poirot calme et serein, Cray palpitant d'une urgence contenue. Le hall était silencieux, étrangement silencieux. La seule silhouette debout près du comptoir du concierge était une femme d'une trentaine d'années, vêtue simplement de laine bleu marine et portant un parapluie aux manches craquelées. Ses cheveux noirs étaient striés de gris aux tempes, et ses yeux, écarquillés et attentifs, arboraient le regard hanté de quelqu'un habitué à être oublié. Elle se retourna alors qu'il s'approchait. « Je cherche Lydia Welbourne, » dit-elle doucement. « Elle m'a envoyé quelque chose. Une clé, je crois. Elle est arrivée ce matin. Mais je ne l'ai pas encore ouverte. » Poirot s'avança. « Florence Huxley ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Oui. »« Est-ce que je te connais ?»« Je m'appelle Hercule Poirot, » dit-il. « Et je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Venez, nous parlerons en privé. » Florence hésita, jetant un coup d'œil à Cray. « Est-ce qu'elle va bien ?» murmura-t-elle. Le visage de Poirot s'adoucit. « Non, mademoiselle. J'ai le regret de vous informer qu'elle ne l'est pas. » Florence retint son souffle, mais ne s'effondra pas. Elle hocha simplement la tête, les doigts crispés sur son parapluie comme une bouée de sauvetage. « Alors je suppose qu'il est temps que je déverrouille le passé. » Chapitre 6. La clé qui a ouvert le silence.
Florence Huxley était assise au bord du canapé du salon, comme une habituée des perchoirs, jamais complètement assise, jamais vraiment bienvenue. Son manteau bleu marine était encore humide aux épaules, et son parapluie posé près de la cheminée dégoulinait légèrement sur le tapis. Elle promenait son regard autour d'elle, comme si elle revivait un rêve qui l'avait autrefois terrifiée. « Rien n'a changé, » dit-elle doucement. « Même rideau, même parfum, lavande et naphtaline. » Poirot l'observa attentivement. « Vous habitiez ici, mademoiselle ?» Elle hocha la tête. « Enfant, de 1936 à fin 1940, je crois. Les années sont floues. Tante Lydia ne me laissait pas tenir de calendrier. »« Et tes parents ?» ?»« Disparus. Je ne les ai jamais connus. Tante Lydia était tout et rien. Elle m'a habillée, instruite, mais les doigts de Florence se resserrèrent. Elle me cachait, comme un secret coupable. L'inspecteur Cray, debout près du manteau, demanda doucement. « Savez-vous pourquoi ?» Elle secoua la tête. « Non, seulement que Richard me détestait et qu'elle le craignait. »« Ton oncle ?» demanda Poirot. « Pas par le sang, par la loi. C'était le frère de Lydia, oui, mais il y avait quelque chose d'anormal dans sa façon de me surveiller. Je me souviens de Maurice Huxley qui l'avait mis en garde. Je me souviens de Maurice qui avait crié un soir. Puis il avait disparu. » Poirot entrelaça ses doigts. « Et la malle, mademoiselle, savez-vous où elle est ?» Florence hocha lentement la tête. « Il est dans la réserve, au bout du couloir des domestiques, derrière l'armoire à linge. Tante Lydia le gardait cadenassé. Elle m'avait dit de ne jamais en parler. Mais une semaine avant mon départ, elle m'a tendu une petite enveloppe. Elle disait « Un jour, si quelque chose arrive, tu devras te rappeler qui tu es. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit l'enveloppe. Une minuscule clé en laiton glissa dans sa paume, son anneau orné d'une fleur de lys. Poirot le prit avec douceur. « Est-ce que vous me le permettriez ?» Les yeux de Florence croisèrent les siens, fixes. « Oui. » Ils traversèrent l'appartement en groupe et s'engagèrent dans le couloir du fond. L'air se renforçait tandis qu'ils descendaient un étroit escalier de service, les murs nus, la moquette usée. Au bout, ils atteignirent une porte en bois peinte en blanc, autrefois élégante, aujourd'hui gonflée par le temps. Poirot la déverrouillait. La pièce intérieure n'était pas plus grande qu'un placard. Des cartons de vieux rideaux, des valises, de la vaisselle cassée, et là, sous une courte pointe défraîchie, se trouvait une lourde malle aux coins en fer. Cray la tirait vers la lumière. Poirot inséra la clé. Avec un léger clic, la serrure céda. Le couvercle s'ouvrit lentement, les charnières grinçant comme quelque chose qui se réveille après des années de sommeil. À l'intérieur se trouvait une série de folios en cuir, une boîte à musique pour enfants et un ensemble de lettres reliées par un ruban de velours. Sous ces folios, enveloppé dans un châle de soie noire, se trouvait un petit document encadré et une enveloppe portant la mention suivante. À ouvrir en cas de décès. Poirot retira l'enveloppe et jeta un coup d'œil à Cray, qui hocha la tête. Il a lu à haute voix. « À quiconque trouve ceci. Si je m'en vais, alors la vérité doit éclater. Florence Huxley n'est pas ma nièce. C'est ma fille. Conçue à une époque que j'ai longtemps regrettée, avec un homme que j'ai longtemps craint. Richard. C'était mon frère, oui, mais il était plus que ça. De la même manière qu'un loup est plus qu'une ombre dans l'obscurité. Il me contrôlait. Lorsqu'il a découvert que j'étais enceinte, il a insisté pour que je donne Florence. J'ai refusé. Maurice m'a protégée, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Si vous lisez ceci, c'est que Richard est de retour, ou qu'il a trouvé le moyen de me faire taire une fois de plus. Mais Florence doit le savoir. Elle n'est pas la honte de cette maison. Elle est la vérité. Lydia Welbourne. Le silence suivit la lecture. Florence était pâle et immobile. Sa bouche tremblait, mais elle ne parlait pas. Poirot posa la lettre. « Mon Dieu, » dit-il doucement, « quelle souffrance cette femme a endurée. » Cray prit le deuxième document, un certificat de naissance.
daté d'avril 1936. Mère, Lydia Welbourn. Père, laissé en blanc. Il le fixa du regard. Et c'était ça, le secret. Poirot parlait à voix basse. Un enfant à l'abri du scandale. Un protecteur disparu. Un frère aux motivations plus profondes que l'héritage. Cray croisa les bras. On connaît maintenant la vérité sur Florence. Mais quel est le lien avec le meurtre? Poirot contempla les objets à l'intérieur du coffre. Parce que quelqu'un connaissait cette vérité, ou la soupçonnait, et craignait ce que Lydia pourrait en faire, surtout si Maurice Huxley était revenu. Il se tourna vers Florence. « Mademoiselle, ce matin avant votre arrivée, vous avez dit que Lydia vous avait envoyé quelque chose ?» Florence hocha la tête. « Oui. Un petit colis. Il est arrivé par la poste. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe plus petite. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Il montrait Lydia tenant un bébé. Florence. Derrière elle, presque hors champ, un miroir. Et dans le miroir, à peine visible, un homme de grande taille les observait. Poirot plissa les yeux. « Cette photo n'a pas été prise ici. »« Non, » murmura Florence. « C'était la maison au bord de la mer. Celle de Maurice. Je me souviens. C'est lui qui a pris la photo. Mais le miroir. » Cray expira. « L'homme dans le miroir, c'est Richard. » Poirot se leva brusquement. « Il faut retrouver Maurice Huxley, vivant ou mort. C'est peut-être lui qui est revenu, ou celui qui l'a prévenu. » Cray le regarda. « On ne sait même pas s'il est dans le pays. » L'expression de Poirot était froide et certaine. « Oh, mais si, mon ami, parce qu'il a laissé quelque chose derrière lui. » Il retourna au salon et brandit le bouton de manchette en argent, celui marqué d'un H. Cray hocha lentement la tête. « Tu crois que Maurice est revenu pour avertir Lydia? Ou pour affronter Richard ?» Poirot sourit faiblement. « Je crois qu'il est revenu pour Florence. » Les yeux de Florence s'écarquillèrent. « Mais je ne l'ai pas vu depuis des années. » Le regard de Poirot se plissa. « Alors, mademoiselle, il est peut-être temps que vous le fassiez. » Chapitre 7. Le fantôme au bouton de manchette en argent. Florence Huxley s'assit de nouveau dans le salon, l'acte de naissance plié tremblant faiblement sur ses genoux. Cray se tenait près de la fenêtre, scrutant les silhouettes grises des toits de Londres, tandis que Poirot rôdait près de la cheminée, les doigts serrés, l'esprit en mouvement tel un joaillier examinant les facettes d'un diamant. Personne n'a parlé pendant un certain temps. Puis Poirot demanda « Mademoiselle Florence, quand vous étiez enfant, Maurice Huxley vous a-t-il jamais écrit ?» Florence leva les yeux, surprise. « Non, il a disparu après l'hiver 1940. Je m'en souviens parce qu'il a neigé à Londres cette année-là. Tante Lydia a pleuré pendant des heures. Elle ne m'a jamais raconté ce qui s'était passé. » Poirot hocha la tête. « Il a peut-être écrit à Lydia, alors. Et s'il est revenu récemment, c'est sans doute parce que quelque chose a changé. Peut-être l'a-t-elle fait venir. » Cray se détourna de la fenêtre. « Nous avons déjà demandé à la poste de vérifier le courrier sortant. Cela pourrait prendre des jours. » Poirot sourit faiblement. « Mais si je puis me permettre, inspecteur, pendant que Scotland Yard attend la bureaucratie, Hercule Poirot se déplace avec agilité. » Cray leva les yeux au ciel. « Tu as une théorie, n'est-ce pas ?» Poirot fit un geste vers le bureau d'écriture dans un coin. « J'ai un instinct. » Lydia Welbourn était une femme méticuleuse. On le voit dans ses registres, son agenda, son service à thé impeccablement agencé. Elle n'aurait pas laissé une confession aussi définitive sans avoir d'abord créé les conditions pour qu'elle soit découverte au bon moment. Cray le suivit jusqu'au bureau, tandis que Florence restait figée sur le canapé, le visage pâle. Poirot commença à ouvrir les tiroirs, d'abord les plus évidents, garnis de papeterie et de vieilles lunettes, puis des compartiments plus petits où étaient de cachés des effets personnels. Un mouchoir monogrammé, LW, une bouteille d'huile de lavande, et enfin, au fond du tiroir le plus bas, un fin livre relié en cuir vert délavé. Poirot l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres, coincées entre les pages comme des feuilles mortes. Toutes étaient signées de la même façon. M.H.
Il a lu à haute voix un extrait de celui daté de 3 mois auparavant. « Très chère Lydia, je n'écris pas pour obtenir le pardon, mais pour la vérité. La jeune fille, Florence, n'est pas en sécurité tant qu'il est en vie. Je sais que Richard est revenu. Je l'ai vu devant la gare la semaine dernière. Il ne m'a pas vu, mais je crains qu'il ne vienne bientôt te chercher. Si c'est le cas, tu dois tout dire à Florence. Le temps du silence est révolu. Si je peux, je viendrai. Mais je ne suis plus l'homme que j'étais. Si je n'arrive pas à temps, laisse-lui quelque chose en laquelle elle croira, et quelque chose qu'elle pourra porter. Toujours à toi, Maurice Cray murmura un juron. Alors il était vivant, et à proximité. Et peut-être, dit Poirot, est-il arrivé à temps. Mais pas assez tôt. Florence se leva, la voix basse mais claire. Alors tu penses que Richard l'a tué? Poirot se tourna vers elle. Je pense que Lydia savait qu'elle ne pourrait pas l'empêcher éternellement. Elle espérait que Maurice l'arrêterait. Mais sinon, elle s'est arrangée pour que tu découvres la vérité par toi-même. Il tapota la lettre. C'est une femme qui prépare sa fille non pas à la réconciliation, mais à la survie. Cray fronça les sourcils. Voici donc la chronologie. Maurice voit Richard à Londres. Il écrit à Lydia. Elle lui répond. Peut-être lui envoie-t-elle l'acte de naissance, peut-être pas. Maurice arrive à Langton Towers, et quelqu'un, lui ou Richard, entre dans cet appartement mardi. L'un boit du thé, l'autre non. Lydia meurt. Mais pourquoi aucune lutte? Poirot réfléchit. Parce qu'elle les a accueillis avec plaisir. Elle les attendait. Et quoi qu'il arrive, ce n'était pas une surprise. Florence reprit la parole. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Les deux hommes se tournèrent vers elle. « Je crois avoir vu Maurice. Hier. » Poirot haussa les sourcils. « Hier ?» Elle hocha la tête. « Je suis arrivé de Bristol en train. Paddington. En sortant de la gare, un homme m'a frôlé. Grands cheveux gris, long manteau. Il avait l'air, je ne sais pas, surpris. Il m'a regardé comme s'il me connaissait, puis s'est détourné. « Serait-ce ton imagination ?» demanda Cray. « Je le pensais. Jusqu'à maintenant. » Poirot s'avança. « Mademoiselle, ceci est important. Pourriez-vous le décrire ?» Elle essaya. Il avait une cicatrice. Juste là. Elle toucha sa tempe. Un peu faible. Mais je m'en souvenais. De quand j'étais petite. Il disait que ça venait d'un match de cricket. Je n'ai jamais su si c'était vrai. Cray hocha la tête. On peut s'en servir. Il n'existe aucune trace de Maurice Huxley après 1940, mais s'il réapparaissait... Poirot intervint. Alors, il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il se tourna vers le journal de bord du concierge, toujours ouvert sur la table du hall. « Regardez, » dit-il. Mardi, 3 visiteurs se sont enregistrés entre 15h et 16h30. Une certaine Estelle Kingsley. Une entrée avec seulement des initiales. MH à 15h32. Et une autre non signée à 15h56. Cray cligna des yeux. Alors, le visiteur anonyme s'en est pris à Maurice? Ou après que quelqu'un posait « Je suis Maurice. » Mais je crois, dit doucement Poirot, que nous commençons à entrevoir la silhouette de l'ombre. Le véritable visiteur n'a jamais signé. Florence leva les yeux. Alors qui l'a fait? Poirot ferma le livre et redressa ses manchettes. Voilà, mademoiselle, ce que nous devons découvrir maintenant. Mais je crois que quelqu'un portait un nom qui n'était pas le sien. Quelqu'un buvait du thé qu'il n'avait pas versé. Et quelqu'un s'assit à cette table, non pas pour pleurer, mais pour garder le silence. Cray fronça les sourcils. « Alors, quelle est ta prochaine étape ?» Les yeux de Poirot brillaient. « Je trouve Maurice Huxley. » Cray haussa un sourcil. « Et comment vas-tu faire ça ?» Poirot sourit. « Ah, mon ami, je fais comme toujours. Je pose les bonnes questions. » Il tapota doucement le bouton de manchette sur la cheminée. « Et je commence par ceci. » Chapitre 8. Une visite chez le tailleur. Le lendemain matin,
Hercule Poirot se trouvait dans un endroit plutôt inhabituel pour un homme aussi raffiné. Une ruelle étroite et détrempée par la pluie, près de Savile Row, niché derrière un bureau de tabac, et face à un cordonnier au volet fermé. Il s'arrêta devant une modeste boutique, arborant une enseigne ovale en laiton, sur laquelle était écrit « James McAdler, tailleur pour homme ». Établi en 1900 de Poirot, ajusta ses gants et entra. Une cloche tinta au-dessus de sa tête lorsqu'il entra dans la petite boutique, qui sentait la laine, l'huile de cèdre et le temps. Des costumes aux coupes impeccables bordaient les murs, et un mannequin, seul dans un coin, portait un gilet si précis qu'il semblait sculpté. Un jeune homme derrière le comptoir leva les yeux avec la confiance sereine de quelqu'un qui connaît les tissus comme un violoniste connaît le son. « Bonjour », salua Poirot. « Je cherche des informations sur un certain monogramme. » Il fouilla dans son manteau et en sortit le bouton de manchette en argent gravé du H. Le jeune tailleur l'examina d'un œil exercé. « Belle argenterie, style édouardien, gravé à la main. » Pas avec les machines modernes. On le voit à la légère irrégularité dans la boucle du H. Saurais-tu par hasard qui l'a commandé? C'est possible. Savez-vous quel tailleur a confectionné la chemise ou le costume assorti? Hélas non. Mais j'avais une théorie selon laquelle James McAdler aurait pu avoir cet honneur. Le jeune homme eut un rictus. Monsieur McAdler est décédé il y a quelques années, monsieur. Je suis son petit-fils, Edward. Nous conservons cependant des dossiers clients détaillés. Si c'était l'un des nôtres, nous le saurons. Poirot sourit. Vous me redonnez foi dans les archives britanniques. Il regarda Edward disparaître dans un bureau à l'arrière et revenir 10 minutes plus tard avec un grand livre marron cabossé. « Tenez, » dit-il en ouvrant le livre à la section marquée « H ». Nous avons eu un certain Maurice Huxley comme client. Un client régulier jusque dans les années 1930. Il est revenu le mois dernier pour un essayage. Les yeux de Poirot pétillèrent. Le mois dernier? Edward hocha la tête. Oui, ça m'a surpris aussi. Il a dit qu'il était en ville pour un court moment. Il a demandé un essayage discret. Il a payé en espèces. Un homme d'un certain âge, grand, grisonnant, avec une légère cicatrice sur la tempe gauche. C'est lui, dit doucement Poirot. Édouard tourna quelques pages. Il acheta un costume 3 pièces gris foncé, doublé de soie, avec des boutons de manchette en argent, exactement le même modèle. Il en demanda même une paire supplémentaire. Il prévint qu'il risquait d'en perdre une. Poirot gloussa. Prophétique. Edward poursuivit. Il n'a donné aucune adresse de réexpédition. Il a seulement indiqué qu'il pourrait revenir avant Noël. A-t-il mentionné où il logeait? Edward secoua la tête. Non, mais il a laissé ça derrière lui. Accidentellement, je suppose. Il tendit la main sous le comptoir et en sortit un petit bout de papier. Un reçu plié. Poirot l'ouvrit. Chambre 3B, hôtel privé Cartwright, Paddington. Le regard de Poirot s'aiguisa. Vous avez été d'une grande aide, monsieur. Si monsieur Huxley revient, je vous prie de contacter immédiatement la cour. Edward hocha la tête. Je le ferai. J'aimais bien cet homme, ses yeux tristes cependant, comme si la vie lui avait montré quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Poirot quitta le tailleur d'un pas rapide et hélait un taxi. À l'hôtel Cartwright, Paddington. Le Cartwright's Private Hotel était un étroit bâtiment couleur crème, coincé entre un salon de thé et un bureau de tabac. Il accueillait une clientèle solitaire, colonel à la retraite, écrivain désabusé et homme d'affaires discret. Le genre d'endroit où chacun s'occupait de ses affaires, car celles des autres n'étaient jamais bonnes. Poirot entra, chapeau à la main, et salua la femme à la réception. Une matrone mince aux cheveux de fer qui leva les yeux de son tricot, avec le mépris de quelqu'un interrompu en plein milieu d'une maille en verre. « Oui, madame, je m'informe d'un invité, Maurice Huxley. Chambre 3B. » Son froncement de sourcils s'accentua. « Vous êtes policier ?» Poirot sortit sa carte.
Le changement dans son comportement était subtil mais suffisant. Il était là. Arrivé il y a 2 semaines. Homme discret. Poli. Payé en espèces. Parti mercredi matin. Mercredi ? Répéta Poirot. C'est le lendemain de la mort de Lydia Welbourne. Elle hocha la tête. Il a fait ses bagages tôt. Il semblait perturbé. Il n'a même pas attendu le petit déjeuner. Il a laissé la clé sur le comptoir. Il a dit qu'il reviendrait. Poirot se pencha. A-t-il laissé quelque chose derrière lui ? La femme hésita puis disparut dans l'arrière-boutique. À son retour, elle tenait un petit paquet, relié par une ficelle marron, sans étiquette de retour. Il m'a demandé de le garder au cas où quelqu'un viendrait le demander. Il m'a dit qu'elle s'appelait Florence. Poirot le prit avec douceur. « Merci. » De retour dans l'appartement de Lydia, Florence s'assit avec Cray, qui scrutait de vieilles photos à la recherche de visages qui ne vieillissaient plus. Poirot entra et posa le paquet sur la table. Les yeux de Florence s'écarquillèrent. « Je reconnais cette ficelle, » murmura-t-elle. « Tante Lydia emballait toujours les cadeaux comme ça, avec cette double boucle. » Poirot hocha la tête. À l'intérieur, il y a quelque chose qui t'est destiné. Florence le dénoua d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait la photographie d'une femme debout aux côtés d'une jeune Lydia, toutes deux souriantes sur les marches d'une petite maison en bord de mer. Au dos, à l'encre délavée. Pour Florence, la vérité existe même lorsque les gens ne vivent pas. Sous la photo se trouvait une lettre écrite par Maurice avec soin. Florence, si tu lis ceci, c'est déjà trop tard. Encore une fois, ta mère était une femme courageuse. Elle a sacrifié sa fierté, sa sécurité et son nom pour te protéger. J'aurais dû faire plus. Richard a toujours marché dans l'obscurité. Si c'est lui qui a réduit Lydia au silence, sache qu'il réessayera. Tu es la dernière pièce, le dernier témoin. Trouvez-moi si vous pouvez. J'attendrai, mais soyez prudent. Certains noms sont encore dangereux. Maurice Florence leva les yeux, les larmes aux yeux. Puis il était ici. Il essayait pour aider. Poirot posa doucement une main sur son épaule. Et maintenant, c'est à notre tour de l'aider, ou de découvrir s'il a déjà payé le prix de son retour. Cray, qui était resté silencieux, prit alors la parole. Le problème, c'est que Richard est un fantôme. Pas d'adresse, pas de traces, pas même de nécrologie. Poirot se tourna vers la fenêtre. Alors, il faut chercher l'ombre du fantôme. Quelqu'un l'a vu, quelqu'un a été trompé par lui, et quelqu'un, j'en suis sûr, nous a déjà dit la vérité, sauf que nous ne l'avons pas encore entendu. Il se retourna les yeux perçants. Je crois qu'il est temps de retourner voir mademoiselle Evelyn Hartley au 8B, car c'est dans les pièces silencieuses, inspecteur, que se cachent les secrets les plus bruyants. Chapitre 9. Le mur qui en a trop entendu. Mademoiselle Evelyn Hartley ouvrit la porte du 8B, avec le même calme qu'elle portait comme un châle, toujours à sa place, jamais troublée. Elle portait un cardigan et une jupe sombre, ses cheveux argentés coiffés en chignon serré, une tasse de thé léger posée sur le rebord de la fenêtre derrière elle. « Je pensais que vous reviendriez, » dit-elle, non sans une pointe d'ironie. « Vous, les inspecteurs, vous revenez toujours. » Poirot inclina la tête. « En effet, mademoiselle. Il est dans notre nature d'examiner non seulement ce que l'on voit, mais ce qui est négligé. » Elle ouvrit la porte plus largement. « Si nous devons parler, tu ferais mieux d'entrer. » Cray suivit Poirot dans le salon, qui portait tous les signes d'une vie organisée avec soin. Des napperons sous chaque lampe, une horloge au tic-tac précis, et des oiseaux de porcelaine qui fixaient la cheminée comme des cousins bavards. Evelyn Hartley s'installa dans son fauteuil, tandis que les deux hommes restaient debout. Poirot commença doucement. « Mademoiselle Hartley, vous avez mentionné la veille de la mort de Lydia. Vous avez entendu des voix dans le salon. » « Je l'ai fait. Un homme, une femme ?» Elle hocha la tête. « Mais maintenant, je dois vous demander de considérer, y avait-il vraiment deux ?» Elle fronça les sourcils. « Oui, j'en suis sûr. » Poirot marchait lentement. « Pardonnez la précision de mes questions, mais c'est une affaire délicate. Vous avez entendu les voix entre 4 et 5 heures. Plus près de 4 heures.
L'heure du thé, aussi régulier que le son des cloches dans cet immeuble. Et la voix masculine, elle ne m'était pas familière? Elle hésita. Pas vraiment inconnu, juste différent, plus doux, plus mesuré. Pas le même ton grinçant que j'entendais parfois quand le frère de Lydia lui rendait visite. Toi, fais-tu entendre Richard Welbourne alors? Oh oui. Au moins 2 fois l'année dernière. Il est arrivé sans prévenir. Tard. Lydia ne l'a jamais présenté. Mais on voyait bien qu'il lui faisait peur. Poirot croisa les bras. As-tu déjà voir lui? Non. Je l'ai seulement entendu. Sa voix était plus abrupte, brutale. Cet homme était plus calme, et pourtant, d'une certaine manière, plus froid. Cray intervint. Vous êtes sûr que ce n'était pas Maurice Huxley? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Les yeux de Poirot se rétrécirent légèrement. Et pourtant, mademoiselle, il y a quelque chose que je soupçonne que vous ne nous avez pas dit. Elle rougit. Pardon? Poirot fit un geste doux. Je crois que vous avez une meilleure vue sur la vie de Lydia que vous ne l'admettez. Vous et elle partagiez plus qu'un mur. Peut-être même une entente discrète. Mademoiselle Hartley le fixa un instant, puis, avec un soupir, se leva et se dirigea vers le bureau. D'un tiroir, elle sortit un petit paquet enveloppé dans du papier fleuri. « Elle me l'a donné il y a 2 semaines, dit-elle doucement. Elle m'a dit de ne pas l'ouvrir à moins qu'il ne se passe quelque chose. » Poirot prit le paquet avec précaution et le déballa. À l'intérieur se trouvait un trousseau de clés anciennes, un programme de théâtre de 1939 et un mot plié. « Evelyne, s'ils me trouvent en premier, dis à Florence de trouver la maison de la mère, et de ne pas faire confiance à l'homme au sourire argenté. » Cray la lut à haute voix 2 fois. « La maison de la mère ?» demanda-t-il. Les yeux de Poirot brillèrent. « Mais oui, chez Maurice, celle de la photo, sur la côte. » Mademoiselle Hartley hocha la tête. Lydia y allait quand elle était jeune. Elle adorait la mer. Elle disait que ça lui donnait l'impression de penser clairement. « Sais-tu où c'est ?» demanda Cray. « Je crois que c'est près de Hastings. Une petite propriété près de Fairlight. Elle a été léguée à Maurice par testament. Lydia n'est jamais venue lui rendre visite après sa disparition. Elle disait qu'elle abritait trop de fantômes. » Poirot rangea le mot. « Alors, il faut visiter cette maison. Car il semble que seuls les fantômes disent la vérité dans cette affaire. » La voix de mademoiselle Hartley, pourtant calme, se durcit soudain. « Vous pensez que Richard est encore en vie, n'est-ce pas? Je fais. Et il est revenu. Il l'a tué. Je le soupçonne. » Elle ferma les yeux un instant. « Alors, retrouve-le. Cette pauvre femme a passé sa vie à essayer de survivre à une ombre. » Poirot s'inclina. « Nous le ferons, mademoiselle. Vous avez ma parole. » Plus tard dans la journée, Langton Towers, Hall Poirot, Cray et Florence se retrouvèrent dans le hall en marbre, tandis que la lumière extérieure s'estompait dans le violet meurtri du soir. L'expression de Florence était indéchiffrable, ses bras étroitement croisés autour d'elle. « La maison de la mère, » murmura-t-elle. « Je n'y suis pas allée depuis que j'étais petite. Mais je m'en souviens. Les marches qui descendaient vers la rive, le chant des mouettes. J'avais un petit seau en fer blanc avec une anse rouge. » Poirot posa une main légère sur son épaule. « Alors, nous reviendrons ensemble. » Cray regarde sa montre. « Je peux préparer une voiture demain matin. On sera à Fairlight vers midi. » Poirot hocha la tête. « Bien. Mais il faut faire attention. Si Richard Welbourne est se cacher, alors la maison de la mère pourrait être notre scène pour l'acte final. » Les yeux de Florence rencontrèrent ceux de Poirot. « Et s'il est déjà là ?» demanda-t-elle. La voix de Poirot était ferme. « Alors, arrivons avant que le rideau ne tombe. » Chapitre 10. La maison au bord de la mer. Le lendemain matin, Poirot, l'inspecteur Cray et Florence Huxley étaient à bord d'une Daimler vert foncé, roulant vers le sud-est à travers la campagne du Sussex. L'air était vivifiant et salé, l'horizon s'embuant déjà à mesure que la côte approchait. Tandis qu'ils traversaient des champs jaunis par l'hiver, Florence était assise en silence sur la banquette arrière à côté de Poirot,
les mains crispées sur son sac à main comme une bouée de sauvetage. « Êtes-vous sûr que c'est bien ici ?» demanda Cray en ajustant sa carte tandis qu'il s'engageait dans un chemin accidenté près de Fairlight. « Oui, » murmura Florence. Il y avait un petit portail en pierre, couvert de lierre, et un figuier qui se penchait vers les fenêtres. La voiture ralentit devant un étroit portail en fer, à moitié englouti par une haie sauvage et des années de négligence. À côté, un panneau rouillé indiquait « À la peinture écaillée, vue sur la coquille, privée ». Poirot sortit le premier. L'air était lourd de sel et de silence. Le seul bruit était le fracas rythmé et faible des vagues sous la falaise. La maison elle-même était modeste. Un bâtiment blanchi à la chaux à 2 étages, avec des fenêtres donnant sur la mer, et un toit voûté pour résister au vent qui durait depuis des décennies. Les rideaux ondulaient faiblement derrière les vitres fissurées. Une mouette tournoyait au-dessus d'eux, comme un avertissement. Florence s'approcha de la porte et marqua une pause. « La dernière fois que je suis restée ici, dit-elle, Maurice m'a donné une pastille à la menthe et m'a dit de ne pas pleurer. » Poirot se pencha en avant et tourna doucement la poignée de porte. Déverrouillée. La porte s'ouvrit en grinçant sur un couloir sombre, tapissé de cadres poussiéreux. L'air était calme, mais pas vicié. Quelqu'un avait ouvert une fenêtre récemment. Une faible trace de pas, récente et solitaire, marquait le parquet devant. Cray assortit son pistolet. Poirot leva le doigt. « N'effrayons pas les fantômes, inspecteur. » Florence entra la dernière, le souffle coupé lorsqu'elle franchit le seuil. La maison était épurée, meubles fonctionnels, papier peint délavé, étagères garnies de livres jaunis et d'ornements marins. Mais tout était propre, entretenu, habité. « Il est là, » murmura Florence. Poirot hocha la tête, ou du moins très récemment. Cray entra dans le salon et scruta rapidement les lieux. Personne en bas. Poirot se dirigea vers le bureau dans le coin et trouva un coffre-fort ignifuge caché derrière un rideau. « C'est fermé, » dit-il. Florence baissa les yeux, puis regarda dans son sac à main. La clé que Lydia m'a donnée. Elle la sortit, la même clé que celle du coffre. Poirot l'inséra dans le coffre et la retourna. Cliquez. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres, un revolver et une enveloppe scellée portant la mention « À ouvrir si je suis retrouvé ». Poirot tendit l'enveloppe à Cray qui lut à haute voix. « Si vous lisez ceci, alors je suis soit mort, soit en fuite. J'ai essayé de protéger Florence de la vérité et de l'homme qui voudrait la faire taire. Richard est revenu. Je l'ai vu la veille de la mort de Lydia. Il est venu me voir, vieilli mais inchangé. Il m'a demandé si Florence était toujours en vie. Je n'ai rien dit, mais il savait. Il a dit que Lydia allait bientôt s'étouffer de culpabilité. Je l'ai suivi à Longton Towers le lendemain. Je l'ai regardé entrer. Je ne l'ai pas arrêté. C'est mon péché. Je suis revenu ici. J'ai écrit à Florence. Je ne pouvais plus rien faire. Si vous le trouvez, faites ce qu'il faut. Protégez la fille. Elle est la seule innocente parmi nous. Maurice Huxley. Le silence s'installa. Florence se couvrit la bouche de la main. Poirot se tourna vers Cray. « Il faut agir vite. Richard Wellborn est vivant, dangereux, et assez malin pour éviter notre regard jusqu'à présent. » Cray dit d'un ton sombre, « Et probablement toujours à Londres. »« Non, » dit doucement Poirot, « il n'est pas à Londres. Regardez, Maurice a laissé cette maison déverrouillée. Du pain frais est dans la cuisine. Du bois de chauffage a été empilé récemment. » Il se dirigea vers l'arrière de la maison et ouvrit une seconde porte, étroite, menant à un escalier qui descendait sous terre. Les marches de pierre, froides et usées, menaient à ce qui avait dû être autrefois la cave d'un domestique, ou plutôt une cachette. Poirot atteignit le bas, Cray juste derrière. La cave sentait l'humidité et le sel. Une seule bougie brûlait doucement dans un coin. Un lit de camp, une couverture, un cartable, et assis dans le noir, fixant le mur comme s'il allait s'ouvrir, se trouvait un homme vêtu d'un manteau gris, mince, aux yeux creux,
au visage pâle et buriné. Il se tourna lentement. Florence haleta. « Maurice ?» L'homme cligna des yeux, comme s'il se réveillait. « Florence ?» Poirot s'avança. « Monsieur Huxley, vous n'êtes pas surpris de nous voir ?» ?»« Non, » dit-il d'une voix rauque. « J'attendais. » Cray garda la main près de son étui. « Où est Richard ?» Maurice ferma les yeux. « Parti. Il était là, il y a 3 nuits. Il est venu me confronter. Il a dit que j'avais trahi la famille. Il a dit que Florence n'aurait jamais dû naître. Ce qui s'est passé, la voix de Maurice était rauque. On s'est battu. Il est parti en sang. Je l'ai suivi, mais je l'ai perdu quelque part sur les falaises. » L'expression de Poirot s'assombrit. « Il est peut-être encore en vie. » Maurice hocha la tête. « Il ne s'arrêtera pas. À moins que quelqu'un ne l'arrête. » Florence s'avança. « Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Vers elle ?» Il la regarda avec un profond regret. « Parce que j'ai trahi ta mère une fois. Je pensais qu'en me cachant, je te protégeais. » La voix de Poirot était douce. « Monsieur, il est temps. Il est temps d'affronter le passé, pour nous aider à y mettre un terme. » Maurice se leva lentement, chancelant. Cray hocha la tête. « Nous le ramènerons à Londres. Si Richard est vivant, nous le retrouverons. Et cette fois, fini les ombres. » Poirot regarda par l'étroite fente de la fenêtre, là où la mer avait pris la couleur du plomb. « Le rideau se lève, mes amis, » murmura-t-il. « L'acte final commence. » Chapitre 11. Le piège qui attendait en silence. Le retour à Londres fut enveloppé de tension. La voiture fendit le brouillard de fin d'après-midi comme une lame dans une épaisse laine. Chaque passager plongeait dans ses pensées. Maurice Huxley était assis tranquillement entre Poirot et Florence, le visage blême, les mains légèrement tremblantes sur ses genoux. Il avait l'air d'un homme qui avait traversé une tempête et qui, à son retour, avait découvert que le monde qu'il avait laissé derrière lui n'avait jamais cessé de pleuvoir. « J'aurais dû l'arrêter, » dit finalement Maurice, sa voix à peine plus forte qu'un croassement. Poirot se tourna doucement vers lui. « Non, monsieur, vous avez survécu, et maintenant vous allez nous aider à faire en sorte que Florence survive aussi. » Florence ne dit rien. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis son départ de Shellview. Son esprit, semblait-il, s'était replié sur lui-même, digérant les révélations, les trahisons, la vérité longtemps enfouie sur sa filiation. Lorsqu'ils atteignirent Langton Towers, les lumières du hall vacillèrent avec une étrange familiarité. L'endroit semblait identique, et pourtant complètement différent. À l'étage, mademoiselle Evelyn Hartley attendait anxieusement dans son salon, prévenue par téléphone de leur retour. « Des signes de lui ?» lui demanda Cray en entrant. « Non, » dit-elle, raide comme une flèche, « mais quelqu'un a essayé d'ouvrir ma porte hier soir. Discrètement, je n'ai pas appelé à l'aide, je savais que tu viendrais. » Poirot hocha la tête solennellement. Alors il observe. Il attend. Cray installa Maurice dans un appartement d'amis au 7e étage, un étage en dessous de celui de Lydia. Florence passa la nuit chez mademoiselle Hartley, pour sa sécurité, sa compagnie, et peut-être pour le réconfort d'un deuil partagé. Poirot, quant à lui, retourna seul au 8e degré Celsius. L'appartement avait été scellé pour enquête, mais Poirot en fut autorisé à entrer discrètement. Il resta assis dans le salon de Lydia jusque tard dans la soirée, plongé dans le silence, fixant une fois de plus le plateau de thé, la chaise vide et les ombres qui se formaient le long des plinthes. Il murmura « Tu es venu ici, Richard. Tu n'as rien bu. Tu lui as parlé. Et elle savait qu'elle allait mourir. » La porte s'ouvrit en grinçant. Cray entra, fatigué mais alerte. « Nous avons vérifié les hôpitaux. Personne ne correspond à la description de Richard. Personne non plus. S'il se cache, il s'en sort bien. » Poirot tapota la coudoir de la chaise. « Nous devons l'amener à nous. » Cray fronça les sourcils. « Comment ?» Poirot se leva. « On remet la table. » Le lendemain soir,
8 degrés Celsius. Le plan de Poirot s'est avéré simple et dangereusement élégant. Il recréerait le thé final. Florence s'installerait à la place de Lydia. Maurice attendrait dans la pièce voisine, caché. Cray et 2 agents seraient là postés au 8B, et Poirot resterait à portée de voix, assis tranquillement dans le couloir derrière un paravent. L'appât, une annonce dans le courrier du Soir Page de la société. Florence Huxley s'adressera à la succession de Lydia Welbourn lors d'une réunion privée à Langton Towers, vendredi à 19h. L'appartement était préparé avec un soin méticuleux. Rideaux tirés, lumière tamisée. Le gramophone, réparé, jouait doucement une valse de Brahms, celle-là même que Lydia affectionnait. La table était dressée exactement comme auparavant. 2 tasses, l'une vide, l'autre pleine. Des morceaux de sucre dans un bol en argent. Une 3e chaise, autrefois cachée, était désormais placée bien en évidence. Florence, pâle mais résolue, était assise, les mains jointes doucement sur ses genoux. À 6h45, l'ascenseur a grondé jusqu'au 8e étage. À 6h50, le couloir était toujours immobile. À 6h59, on frappa doucement à la porte. Florence retint son souffle. Poirot leva un doigt. « Attendez. » La porte s'ouvrit en grinçant. Un homme est entré, grand, mince, des cheveux d'un blanc argenté, un long manteau sur un costume sombre, et des yeux, petits, intelligents et brillants d'une lueur trop vive pour être du remords. Florence haleta. « Oncle Richard. » Il sourit faiblement. « Florence, tu ressembles tellement à ta mère, c'est presque étrange. » Poirot resta derrière le paravent, silencieux. Richard entra dans la pièce et l'examina avec un détachement clinique. J'ai lu l'annonce. Astucieux. Lydia a toujours aimé ses petits gestes. Florence se leva. Pourquoi es-tu venu ? Il pencha la tête. Parce que la mascarade est terminée. Lydia est morte. Maurice est mort. Et toi, tu es la dernière page d'un livre qui n'aurait jamais dû être écrit. Sa main se déplaça à l'intérieur de son manteau. Poirot sortit de derrière le paravent. Non, monsieur. La page ne sera pas déchirée. Pas ce soir. Richard se figea. Poirot. Oui. Et puis-je dire que votre entrée, bien que spectaculaire, était prévisible. 2 agents de police ont fait irruption depuis le 8B, pistolet dégainé. Richard ne résista pas. Il regarda simplement Florence avec une expression étrange, presque paternelle. Elle n'aurait jamais dû exister, dit-il doucement. Elle était l'erreur, la ruine de tout. Florence tremblait. C'était ma mère. Et elle m'aimait. Poirot s'avança. C'est fini, monsieur. Votre cruauté n'a pas sa place ici. Cray a menotté Richard sans un mot. Tandis qu'on l'emmenait, il ne s'est pas retourné. Florence se rassit, les jambes tremblantes. Poirot lui servit une tasse de thé avec un calme acquis. Elle murmura. « Est-ce que ça allait toujours finir comme ça ?» Poirot s'agita en silence. « Madame Welbourn a joué son dernier coup avec une délicatesse exquise, » dit-il doucement. Elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle pouvait préparer l'éclosion de la vérité, même en hiver. Florence le regarda. « Et Maurice ?» Poirot hocha la tête. « Il témoignera. Et alors, peut-être, trouvera-t-il la paix. » Ils étaient assis tranquillement. Le gramophone continuait de tourner. Et pour la première fois depuis des années, le 8e étage des Langton Towers n'était pas silencieux, mais sûr. Chapitre 12. Un souvenir préservé dans la porcelaine. Les événements de la veille avaient plongé Langton Towers dans un étrange calme, non pas le silence froid et inquiétant d'un bâtiment qui cache quelque chose, mais le silence plus doux d'un lieu qui s'exhale lentement. L'inspecteur Cray avait placé Richard Welbourn en garde à vue, et Maurice Huxley, après sa déposition officielle, avait été placé en refuge dans une maison sécurisée à l'extérieur de la ville. C'était un nouveau matin. Le brouillard s'était dissipé des toits
et une pâle lumière hivernale entrait par les hautes fenêtres du 8e degré Celsius, reflétant le service à thé en porcelaine qui trônait encore sur le buffet du salon. Poirot, toujours méticuleux, rentra tôt. L'appartement, croyait-il, recelait encore quelque chose, non pas une personne mais un instant. Et Hercule Poirot, chercheur de vérités, grandes et petites, comptait bien le trouver. Il se tenait devant le service à thé, seul maintenant, et souleva la tasse que Lydia n'avait jamais touchée. Puis il a soulevé celui qui avait été vidé par le tueur. Et puis il l'a vu, une fissure, invisible au premier coup d'œil, une fine fissure dans la porcelaine, sous l'anse. Elle descend juste assez loin pour fendre l'émail. Poirot le porta jusqu'à la lumière, le tourna lentement, puis sourit. Pas un sourire de satisfaction, mais de compréhension. Il posa la tasse et se tourna vers la petite étagère où Lydia rangeait sa collection de musique. Cachée derrière le disque de Brahms, il la trouva, une autre pochette, plus ancienne. Il la dessinait. Chopin, nocturne. Il se souvint de ce que Miss Hartley avait dit. Elle jouait toujours du Brahms. Mais pas ce jour-là. Juste un instant. Autre chose. Poirot a placé le disque sur le gramophone. Alors que les douces notes du nocturne en do dièse mineur de Chopin remplissaient l'air, il ferma les yeux. Ce n'était pas du Brahms que Lydia avait joué ce jour-là. C'était Chopin. Un signal. Un message final. Un morceau de musique que Maurice lui avait joué un jour à Shellview. Il l'avait mentionné dans l'une des lettres. Poirot rouvrit le bureau de Lydia et y disposa les derniers objets. Le carnet de rendez-vous, la lettre